Je restais debout sous la pluie battante, fixant le petit cercueil en acajou qui descendait dans un trou semblant trop sombre. Trop profond pour un petit garçon de 9 ans. De la boue éclaboussait l'ourlet de ma robe noire. Traversant le tissu, me glaçant jusqu'aux os, le prêtre s'éclaircit la voix. Ses yeux balayants, les chaises pliantes vides installées au premier rang. « Élise » chuchota-t-il en se penchant vers moi. « Devrions-nous attendre encore quelques minutes pour votre famille ?» Je regardais ces sièges vides. 5 d'entre eux, réservés aux personnes qui partageaient mon ADN, ils étaient secs. « Intacts. Non » dis-je, ma voix sonnant étrange et creuse dans l'air humide. « Commencez. Ils ne viendront pas. Das ist day. Amayagada. » Alors que la première pelletée de terre heurtait le bois avec un bruit sourd qui résonnait dans ma poitrine. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis, protégeant l'écran de la pluie, m'attendant peu, être à des excuses désespérées. Une panne de voiture. Au lieu de cela, un SMS de ma mère illumina la vitre. « Arrête ton cinéma. L'enterrement n'est qu'une formalité. Apporte les papiers de l'assurance aux fiançailles de Sophie maintenant. On doit régler ça. » Je fixais les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Mon fils se faisait enterrer, et ma mère s'inquiétait de la paperasse pour une fête, avant de vous raconter ce que j'ai fait quand je suis entrée dans cette réception de luxe, couverte de la boue du cimetière. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Je ne suis pas rentrée pour me changer. Je n'ai pas gratté la boue du cimetière de mes talons, ni essuyé la pluie de mon visage. Je suis montée dans ma voiture, et j'ai conduit 20 minutes jusqu'au domaine des Grands Chênes. Serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, le chauffage soufflait sur ma peau gelée. Mais je ne le sentais pas. Tout ce que je pouvais sentir, c'était le téléphone vibrer à nouveau dans ma poche. Une autre exigence. Un autre bip. Un autre rappel que mon deuil était sur un minuteur réglé par ma mère. Quand j'ai tendu mes clés au voiturier, il a hésité, regardant la saleté sur mon ourlet. Puis les colonnes blanches immaculées de l'entrée du clubhouse. Je suis passée devant lui sans un mot. À l'intérieur, l'air sentait le parfum hors de prix et l'aérotie. Des rires s'échappaient de la salle de bal. Léger et aérien. Le bruit de gens dont le plus grand souci était de savoir si le champagne était assez frais. J'ai croisé mon reflet dans un miroir au cadre doré dans le couloir. Une déchirure sombre et irrégulière dans un tableau de crème et de pastel. Ma mère, Catherine, m'a interceptée avant que je puisse atteindre le hall principal. Elle m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant dans mon biceps. Son visage parfaitement maquillé. Pas une seule trace de larmes en vue. « Tu as l'air d'un désastre », siffla-t-elle en me tirant vers une suite privée réservée à la mariée. « Nous avons des invités. »« Élise, des invités importants. Tu n'aurais pas pu au moins te nettoyer ?» Elle me poussa dans la pièce où Sophie retouchait son rouge à lèvres devant une coiffeuse. Ma sœur se retourna, ses yeux me scannant de haut en bas, avec un air de pur ennui. Finalement, Sophie dit en faisant claquer ses lèvres. « Tu as apporté le chèque ?» David attend pour annoncer l'agrandissement de la salle, et on a besoin que l'acompte soit validé. Etinezes, je restais là, l'eau s'égouttant de mon manteau sur le tapis moelleux. Je viens d'enterrer mon fils, dis-je. Ma voix calme, dangereuse. Et tu veux l'argent de son assurance vie pour une extension de fête ? Sophie leva les yeux au ciel. Un geste si familier qu'il me retourna l'estomac. Elle fouilla dans sa pochette de créateur et sortit une feuille de papier à en-tête. Couleur crème. Épaisse. Chère. Elle la fit glisser sur la table de la coiffeuse vers moi. Ce n'est pas juste pour la fête. Élise. C'est une compensation. On a fait les calculs. À Jositra, je baissai les yeux sur le papier. Ce n'était pas une note de condoléances. C'était une facture, écrite à la main, dans son élégante écriture bouclée. Il y avait des postes de dépenses qui me coupèrent le souffle. Détresse émotionnelle causée par le diagnostic de Noé. 50 000 €. Frais d'annulation du voyage aux Seychelles suite à une alerte chirurgicale. 20 000 €. Perte générale de statut social due à la dépression familiale. 10 000 €. Le total en bas était encerclé à l'encre rouge. Elle me facturait pour le désagrément du cancer de mon fils. C'était un vrai rabat-joie pendant 2 ans, dit Sophie en examinant ses ongles. Tu sais à quel point c'est dur d'être heureux quand tu traînes constamment un gamin malade ? On a mis nos vies en pause.
On a souffert. Nous aussi. Cet argent. C'est fondamentalement un rappel de salaire. En Bolia and Maisie, pendant une seconde. La pièce tourna. J'ai eu un flashback d'une nuit. Il eut à coups Moïse. Noé recroquevillé en boule sur son lit. Son petit corps ravagé par la chimio. Chuchotant qu'il était désolé d'être malade. Désolé de rendre tout le monde triste. Je me souvins l'avoir tenu jusqu'à ce que mes bras s'engourdissent, lui promettant qu'il n'était pas un fardeau. Et pendant que je le tenais, Sophie calculait le coût de ses vacances ratées. Le chagrin qui me noyait depuis des jours s'évapora soudainement, remplacé par quelque chose de brûlant et de solide. La rage n'était pas du genre hurlant, elle était froide, elle était absolue. Je regardais ma sœur. Je la regardais vraiment. Et je réalisais que je ne regardais pas ma famille. Je regardais un parasite vêtu de soie. Je ne déchirais pas la facture. Je la pliai soigneusement et la mis dans ma poche. « Tu penses que ça t'est dû ?» dis-je. Ma voix stable. Sophie sourit. Un requin montrant ses dents. Je sais que ça l'est. Et stammed, je pliai la facture le long de son pli. Le papier net et tranchant contre mon pouce. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai simplement glissé la preuve dans ma poche. Juste à côté du téléphone qui enregistrait silencieusement chaque mot. « Non », dis-je. C'était un petit mot. Mais il aspira l'air de la pièce. La mâchoire de Sophie tomba. Son calme parfait se fissurant. « Pardon ? Non », répétai-je en me tournant vers la porte. « Tu n'auras pas un centime. Pas pour le mariage. Pas pour ta détresse émotionnelle. Pas pour la compte de la nouvelle aile. Easy nanene. Ayas d'œuf. » Je tendis la main vers la poignée de la porte. Mais elle ne tourna pas. Une main avait claqué contre le bois. Le maintenant fermé. Je levai les yeux pour voir mon père. Philippe bloquait ma sortie. Il ne me regardait pas avec la chaleur d'un parent consolant un enfant en deuil. Il me regardait comme un coffre-fort qui refusait de s'ouvrir. Ma mère, Catherine, se tenait derrière lui, tamponnant des yeux secs avec un mouchoir monogrammé. « Tu es incroyablement égoïste. »« Élise, » dit mon père, sa voix basse et grondante. « Ta sœur a un avenir. Elle a une vie à construire. Noé. » Noé est parti. Thésauriser cet argent ne le ramènera pas. C'est immoral de le laisser dormir sur un compte quand ta famille souffre. « Enfolo, souffre ?» demandai-je en regardant autour de la suite privée, qui coûtait probablement plus cher à louer pour une heure que ce que je gagnais en un mois. Vous buvez du Dom Pérignon alors que j'ai la terre de la tombe sous mes ongles. Vous ne connaissez pas le sens de ce mot. Ezande Gima, ma mère s'avança, la voix tremblante d'une performance digne d'un César. Nous sommes ruinés. Élise, nous avons tout dépensé pour maintenir notre image pendant cette période difficile. Nous avons des dettes. Si tu ne nous aides pas, nous perdons tout. Du Ford. C'est un mensonge. Dis-je platement. Vous venez d'acheter un bateau. Aïdunès. Le visage de mon père prit une teinte pourpre que je n'avais pas vue depuis mes 16 ans. Il s'approcha, utilisant sa taille pour m'intimider. Une tactique qui fonctionnait autrefois. Ça ne marchait pas aujourd'hui. Écoute-moi bien. Siffla-t-il. Tu penses que tu as le choix ? Tu ne l'as pas. Nous avons déjà parlé à un avocat. Tu as déjà entendu parler de l'obligation alimentaire ? Je le fixai. Le terme juridique semblait froid. L'article 205 du Code civil. Poursuivit-il. Un sourire suffisant, effleurant ses lèvres. Les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères qui sont dans le besoin. Si tu refuses de partager ce versement d'assurance volontairement, nous te poursuivrons pour pension alimentaire. Nous plaiderons l'état de nécessité. Nous saisirons ton salaire. Tes biens. Et nous viderons ce fonds de placement en frais juridiques jusqu'à ce qu'il ne te reste rien d'autre que les vêtements que tu as sur le dos. Exemplation, vous poursuivriez votre propre fille en justice. Chuchotai-je. Pour de l'argent destiné à honorer votre petit-fils mort. And the supposition, nous ferons ce qui est nécessaire pour survivre. Dit ma mère, sa voix devenant dure comme l'acier. Le tribunal verra une jeune femme riche abandonnant ses parents vieillissants et en difficulté. Ils ne verront pas une mère en deuil. Ils verront une tirelire. Eh bien, mon père se pencha. Son haleine sentant le whisky et la menthe. Tu as 24 heures pour virer les fonds,
ou nous déposons la plainte lundi matin. Nous te saignerons à blanc. Élise, ne nous teste pas. Abziez, il s'écarta, ouvrant la porte avec un geste moqueur de chevalerie. Les bruits de la fête revinrent s'écraser contre nous. Rire, cliquetis de verre. Un groupe de jazz jouant quelque chose d'entraînant. Je sortis dans le couloir, mon cœur martelant contre mes côtes. Non pas de peur, mais d'une terrifiante clarté glaciale. Ce n'étaient pas juste de mauvais parents. C'étaient des prédateurs, et je savais exactement ce que je devais faire. Je ne suis pas sortie en trombe. Je ne me suis pas effondrée en sanglots dans le couloir. Je suis passée calmement devant la salle de bal, devant le voiturier qui essayait de me rendre mes clés. Et je suis sortie dans l'air frais de la nuit. J'ai composé le numéro de mon avocat avant même d'atteindre ma voiture. Maître Durand n'était pas un ami de la famille. Ce n'était pas une épaule compatissante. C'était un requin en costume 3 pièces. Le genre d'avocat qu'on engage quand on veut brûler la terre. Pas construire des ponts. David, dis-je quand il répondit à la 2e sonnerie. J'ai besoin que tu vides ton emploi du temps pour demain matin. On part en guerre. In the 60 favors. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sa voix était vive. Immédiate, ils m'ont menacé d'un procès pour obligation alimentaire. Ils veulent tout le fonds de placement. Ils ont traité Noé de fardeau. It stays in a manifold, soit à mon cabinet à 8-0, dit-il. Apporte tout à. Exem. Le lendemain matin, le cabinet de David ressemblait à une forteresse. La climatisation était réglée à une température qui vous gardait alerte. Les parois de verre donnant sur l'horizon de la ville étaient immaculées. Je m'assis en face de lui, étalant la chronologie. La facture. Les menaces, David écouta sans m'interrompre. Ses yeux se plissant lorsque je décrivis la menace de l'obligation alimentaire. C'est un coup désespéré, dit David en tapotant un stylo en argent contre son bureau. Mais en France, s'ils peuvent prouver qu'ils sont dans le besoin, ce n'est pas impossible. C'est rare d'aller jusque-là, mais c'est une menace réelle. On ne peut pas juste se défendre. Élise, si on va au tribunal pour débattre de leurs finances contre les tiennes, on pourrait rester bloqué dans un litige pendant des années. Nous devons détruire leur crédibilité avant qu'un juge ne voie le moindre dossier. Je sais, dis-je. C'est pour ça que je me suis préparée. Ebidov trollas. Je plongeai la main dans mon sac et en sortis un petit appareil robuste. C'était une caméra de chasse. Le genre que les chasseurs utilisent pour suivre le gibier dans les bois. Boîtier camouflage. Activation par mouvement. Vision nocturne. David haussa un sourcil. J'ai eu un pressentiment, expliquai-je. Ma voix stable. 2 jours avant la mort de Noé. Sophie a fait une blague sur le prix des concessions funéraires. Elle a demandé si on ne pouvait pas juste l'incinérer pour économiser sur l'immobilier. Ça m'a donné la chair de poule. Alors, la veille de l'enterrement, je suis allée au cimetière très tôt. J'en ai installé 3 dans les arbres entourant la parcelle. Haut perché, caché, evitrola dist. Deva, David prit la caméra, la tournant entre ses mains. Un sourire lent et prédateur se dessina sur son visage. « Et qu'est-ce que tu as trouvé? Il pense que je suis juste une mère en deuil. » dis-je. Il pense que je suis faible. Mais je savais qu'ils ne pourraient pas résister. Je savais qu'ils iraient là-bas. « Ebi sei doué, Élise, » dit David en se penchant en avant. « Si tu as ce que je pense que tu as, on ne gagne pas juste un procès. On les finit. Become des flexam des flisseurs. J'ai les images. » dis-je. Mais on a besoin de plus. On a besoin qu'ils avouent. On a besoin qu'ils disent tout haut ce qu'ils pensent tout bas. En public. Là où ils ne pourront pas manipuler la vérité. Et before do o vibi, David hocha la tête, ouvrant son ordinateur portable. Alors plantons le décor. Tu vas à cette fête de fiançailles la semaine prochaine. La grosse soirée. Et tu vas apporter ça. Il pointa la caméra du doigt,